Alors bonjour, aujourd'hui en fait j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume qui va nous parler en fait de l'utilisation des médias sociaux dans le cadre en fait d'un syndicat dont on ne parlera pas, on ne dira pas le nom ni de l'entreprise, mais il va nous donner en fait des conseils pratiques pour utiliser justement les médias sociaux pour un syndicat. Alors Guillaume, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots comment ça se passait avant avec les syndicats en fait entre guillemets 1.0? Qu'est-ce qu'on faisait avant d'utiliser les médias sociaux? Au départ, l'activité principale, c'était effectivement le tractage auprès des salariés, c'était des réunions, des assemblées générales, on va dire des permanences qui étaient faites aux locaux syndicats euh, bah, des, des syndicats représentatifs au sein des entreprises. Donc on était vraiment dans la culture de la proximité, avec la culture de l'écrit. Euh, on était vraiment resté sur ce qui se faisait en fait au début du siècle. Donc, Alors je crois que d'ailleurs c'est un souci puisque dans ton syndicat ils nous disent oui mais nos syndiqués entre guillemets sont encore des gens qui n'utilisent pas les médias sociaux, ils sont vieux, âgés, etc. Oui, c'est le gros problème qu'on a dans mon syndicat et ce qui fait poser beaucoup de questions aujourd'hui, c'est que la moyenne d'âge des adhérents euh, bah, est de plus en plus Importante. importante. On arrive avec des adhérents qui ont 50, voire 60 ans. Et comment faire pour faire revenir des jeunes au sein bah, D'un d'un syndicat. syndicat? C'est assez compliqué. Faire intégrer les médias sociaux et les nouveaux outils que permettent Internet dans j'allais dire une entreprise, ce n'en est pas une, mais vous aurez compris le principe. Dans une entité telle qu'un syndicat, c'est compliqué à faire venir. Les mentalités mettent un peu de temps à changer, que ce soit en entreprise ou dans un syndicat. On le constate tous les jours. Alors en fait, ce que vous faites, c'est un petit peu une transition digitale, comme on voit dans les autres métiers. Alors bon, vous utilisez les médias sociaux, donc tu es un des premiers à avoir mis en place, par exemple, un podcast dans le domaine syndical. D'ailleurs, il y a une grosse demande pour justement transférer ce savoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu analyser maintenant dans cette partie ce que vous avez fait vous pour passer de ce syndicalisme 1.0 avec beaucoup de proximité, avec du tract, du papier, etc. Parfois de l'email qui était quand même utilisé. Et là, on va passer en fait vraiment aux réseaux sociaux. Alors, la première chose, tu m'as dit, donc vous avez un site internet, une page Facebook. Dis-nous un petit peu quel est le dispositif que vous avez. Je vais d'abord mettre un peu dans le contexte parce qu'on est quand même dans une entreprise spécifique. Je travaille dans une filiale d'un très grand groupe de télécom, ce qui implique que les 2 tiers de nos salariés sont sur le terrain en fait en région. On se trouve avec un peu moins d'un tiers des salariés qui se trouvent donc au siège et tout le reste des salariés qui sont éparpillés un peu partout en France sans locaux en propre. Ils travaillent depuis chez eux, depuis leur voiture, ce qui implique de changer en fait les méthodes, quoi qu'il arrive, de communication. On ne peut pas se permettre de continuer à faire des tracts comme on le faisait précédemment, puisque on va louper donc les 2 tiers des salariés, en tout cas en ce qui concerne mon entreprise. Donc la première chose qu'on a mis en place, si vous voulez, pour passer à un système supérieur, c'est qu'on a fait en sorte de passer par des panneaux syndicaux à l'ancienne. Vous savez, les panneaux en liège que vous avez dans votre entreprise. On a demandé tout simplement à ce que, au sein de notre société, des panneaux syndicaux virtuels soient mis en place en fait sur les interfaces utilisateurs de chacun des employés. Donc ça, c'était un premier pas. Puis on en est venu à mettre en place des mailing lists, un site internet avec un forum intégré qui permet, selon les niveaux souhaités par les salariés, sympathisants, juste abonnés pour avoir des nouvelles, adhérents ou pour ceux qui s'engagent directement, les délégués du personnel ou les membres du CE, d'avoir des accès plus ou moins importants aux documents ou avoir des droits d'administrateur un peu différents, ce genre de choses. On a mis en place aussi une page Facebook relativement classique. Alors justement sur les pages Facebook, je crois que vous avez à peu près le même taux d'enregistrement en fait donc on voit une trentaine de pourcents des salariés d'une entreprise, 30-40% sont inscrits quoi, grosso modo. Alors, sur la page Facebook de notre syndicat, on est loin de là. On est très loin de ça. Mais par contre, dans notre entreprise, il y a des groupes Facebook qui existent, des groupes Facebook qui sont créés par les salariés pour pouvoir aborder toutes les problématiques de leur travail. Ça peut très bien être des problématiques de travail
classiques, hein, donc comment je fais mon travail tous les jours, des astuces, ce genre de choses, ou des blagues, ou des choses comme ça, hein, très classiques. Mais on a une partie donc qui est consacrée justement à tout l'aspect économique et social au sein de l'entreprise. Et ce qui nous permet aux syndiqués, hein, de la boîte de pouvoir aussi converser directement avec les salariés à travers ce genre de groupe Facebook. Donc, Donc vous avez votre page à vous, notre page qui à est là nous. vraiment réservée aux personnes syndiquées, et ensuite vous intervenez Il sur y a- les groupes. Sur les groupes Facebook Mais créés sont par pas les salariés, créés par les salariés, qui sont justement. gérés par des groupes de salariés de la même manière, avec des administrateurs. Donc on en a un qui est plus... on a deux groupes, hein, en l'occurrence Facebook, qui existent pour notre boîte. Un qui est plus lié au travail en lui-même et aux conditions de travail, plus... pour le LOL, on va dire, hein. Et l'autre qui est plus axé sur toutes les parties économiques et sociales de l'entreprise, là qui est par contre tenu par des administrateurs syndiqués, de différents syndicats de notre entreprise. En fait, on a un admin par syndicat pour ce groupe-là. Donc, ce qui nous permet de garder une certaine neutralité entre les différents syndicats et puis d'éviter que ça ne serve qu'à la propagande de tel ou tel syndicat. Donc c'est un moyen plutôt efficace. Et donc là, effectivement, sur ce groupe-là, qui est plus axé sur ce que nous cherchons à faire passer comme message, là, on a à peu près un tiers, effectivement, des salariés qui sont inscrits sur ce groupe, qui nous permet de communiquer directement avec eux via Messenger, hein, via des messages rapides. Oui, parce que tu me l'as dit, et c'est vrai qu'on le voit, les gens sont inscrits à un groupe mais ils lisent pas forcément, tandis qu'un message Messenger, tout de suite, c'est beaucoup plus efficace. Ça permet une réactivité immédiate en fait, hein. On voit si les gens ont vu le message, on voit s'ils prennent du temps à nous répondre. Donc c'est vrai que ça, c'est relativement pratique pour nous, et puis ça leur permet surtout à eux de nous solliciter en cas de besoin. Je suis convoqué à un entretien préalable à sanction. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous accompagner? Oui, non. Après, on peut discuter via Messenger, justement, ou via mail, ou via téléphone. Derrière, on peut s'appeler, hein, aussi via Messenger, donc ce qui est très pratique. Sans forcément connaître le numéro de téléphone de l'interlocuteur, on peut s'appeler directement et puis pouvoir communiquer directement sur le problème du salarié en question. On intervient beaucoup aussi sur ce qui est conditions de travail et de sécurité, donc tout ce qui est CHSCT. Donc c'est des choses qui sont plutôt pratiques. Et là, ouais, c'est vraiment de la discussion au quotidien. oui, c'est ça. Après, vous, pour entre guillemets, faire entre guillemets, la propagande, comme on le dit, donc vous avez votre site internet, Oui. certes, mais vous essayez de le rendre un peu plus interactif et plus 2.0. Oui. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, par exemple, là, dernièrement, on a mis en place une consultation revendicative. En gros, c'est une trentaine de questions avec des choix ouverts, hein, qui permettaient aux salariés de nous remonter ce qui leur importait dans le cadre des revendications et des futures négociations qui allaient avoir lieu dans notre établissement. Qu'est-ce qui compte pour vous le plus? Ça va être la sécurité, ça va être les conditions de travail, ça va être la rémunération. C'est ce qui nous a permis de déterminer en fait les principaux critères, hein, des salariés, enfin ce qu'ils souhaitaient voir évoluer dans leur boîte, et ce qui nous permet aussi de davantage les solliciter lorsqu'on va être amené à faire les négociations pour les différents accords à venir. Vous utilisez Google Forms, SurveyMonkey ou une autre solution? On utilise une autre solution en interne en fait qu'on a créée. Enfin, on a notre collègue qui s'occupe de gérer notre site web a utilisé, alors dans mon souvenir, ça s'appelle Lime Survey. Ouais. Qui permet d'intégrer justement directement à notre site et qui est plutôt pas mal puisqu'il nous permet à tous de modifier les questions en temps réel, de récupérer les résultats en temps réel ainsi que la participation. Donc c'est plutôt efficace. Alors, je crois également que vous avez innové en matière de communication avec le premier podcast. Oui. Alors, au début, il y avait un peu de vidéo, mais ensuite, vous aviez mis un peu d'animation. Alors, explique-moi un petit peu votre lancement comme ça de communication 2.0. En fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, comme les 2 tiers de nos salariés sont sur le terrain et que la plupart en plus sont en voiture, ils ne peuvent pas vraiment lire ce qu'on a à leur proposer, hein. Le lire, ça veut dire prendre le temps chez soi de le faire, et ce que je peux comprendre, la majorité des salariés ne veulent pas le faire. Et puis surtout, vous n'aviez pas la base d'email comme en fait. On n'a pas accès à la base d'email professionnelle, on a accès aux gens qu'aux gens volontaires pour nous fournir des données, donc ce qui est pas terrible. Donc en gros, l'idée c'est de faire venir les gens vers nous
Et comment faire venir les gens vers nous? En leur proposant un contenu différent et un peu différenciant. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un podcast, en fait, un podcast audio qu'on a mis donc sur SoundCloud et dont on a fait la communication sur les groupes Facebook, sur notre Twitter, sur notre site. Et donc, vous pouvez trouver directement sur notre site un lien en streaming pour pouvoir y accéder et pour le télécharger. Mais il existe aussi en flux RSS, il existe donc aussi sur SoundCloud, en téléchargement, etc. L'idée, c'est surtout que la majorité des salariés savent que ça existe et puissent venir l'écouter quand ils le souhaitent. On essaie de faire un épisode toutes les 2 semaines. On a affiné la formule au fur et à mesure du temps en fonction des retours. Il est même possible de nous poser directement des questions en intervenant dans le podcast. On a un compte Skype où ils peuvent laisser un message sur notre répondeur qu'on peut diffuser pendant l'émission où on les écoute, ou un mail tout simplement qu'ils peuvent nous envoyer pour qu'on pose des questions, qu'on y réponde quand pendant ils le laissent podcast. un message comme ça sur Skype, il y a leur voix, etc. Oui. Comment vous faites pour gérer ça? Vous publiez directement ou vous dites attention, si vous laissez un message, ça va être publié en live? Les salariés sont prévenus. On a prévenu lors du lancement de cette formule. Pour être tout à fait honnête, il n'y a encore personne qui est intervenu via le répondeur. Les gens préfèrent poser des questions directement à l'écrit plutôt que d'intervenir dans le podcast. C'est un podcast qui est public, donc on a déjà eu pas mal de remontées de notre direction qui nous a demandé de faire des modifications dans ces podcasts, notamment parce que, par exemple, il y avait des noms de salariés qui apparaissaient, la DRH, le directeur, etc. Des gens qui ne souhaitaient pas que leur nom soit annoncé publiquement. C'est une contrainte légale, donc on a dû faire des modifications de ce type-là. Avec un petit bip? Avec un petit bip, tout simplement, très désagréable. Et donc là, on comprend malgré tout qu'il y a une censure. Donc ça nous a fait des nouvelles écoutes sur les nouveaux podcasts qu'on a relancés derrière. Ça fait du buzz. Ça fait du buzz. Les gens veulent savoir pourquoi on a été censuré, donc ils viennent écouter. Donc c'est toujours une bonne chose aussi. Et puis après, il y a les secrets aussi de fabrication qu'il ne faut pas, ou les secrets, les techniques d'entreprise et les méthodes, etc., qu'il ne faut pas divulguer. Donc attention, sur vos podcasts publics, faites attention à ces éléments-là. Là, dernièrement, on a fait, donc, comme je disais, je travaille dans les télécoms, dans tout ce qui est réseau. On a fait un podcast entièrement consacré au réseau avec l'un de nos camarades qui est venu en fait nous parler du déploiement du réseau et de ce que ça impliquait en termes de professionnels. Et qui a donc un peu parlé des recettes de notre société. Donc là, on a dû, suite pareil, en fait, là, on a été proactif cette fois-ci. On a proposé le podcast en avance à la DRH pour qu'elle nous donne un retour. Son retour, on l'attendait un petit peu, même si on est resté en surface, on déflorait des choses qui étaient un peu limites. Donc du coup, on a été obligé de retirer de SoundCloud ce podcast, il est désormais en privé et on envoie en fait un lien d'accès spécifique aux salariés qui nous le demandent pour qu'ils puissent y accéder, en fait, tout simplement. Voilà. Donc le podcast, c'est un peu innovant, c'est facile pour les gens qui sont à distance, oui. Mais c'est pas tout. Alors donc vous utilisez aussi un peu Twitter. Alors Twitter, c'est un usage un petit peu plus simple, je pense. Mais vous avez un autre. Je vous laisse en parler du live Twitch après. Donc Twitter et le live Twitch. Alors Twitter, on a essayé d'innover en milieu d'année dernière puisqu'on faisait du live tweet des réunions de négociation. Donc ce qui permettait aux gens de voir en direct quelles étaient les propositions de la direction, quelles étaient nos propositions et surtout les réponses en direct. Ça, nous avons dû le cesser aussi de la même manière. Ça nous a été reproché parce que ces négociations doivent rester confidentielles. Il n'y a pas, on est à la limite, on est borderline au niveau juridique à ce niveau-là, mais plutôt que de prendre des risques inutiles, on a préféré faire des comptes rendus après coup, ce qui permet de rester malgré tout en de bons termes pendant des négociations avec la direction, parce que notre but c'est d'obtenir des accords gagnant-gagnant, donc pas de perdre des choses. Là, dernièrement, puisque nous sommes en pleines élections, nous avons mis en place un Twitch. Un Twitch, donc je le rappelle, c'est une plateforme d'Amazon en fait, qui permet de faire du streaming en direct, avec replay et avec chat. À la base, c'est une plateforme qui est plus utilisée pour faire du jeu vidéo commenté en live, mais c'est la meilleure plateforme à ma connaissance dans l'immédiat, qui permet de faire du direct
en vidéo, avec une simple webcam, hein, tout simplement, hein, avec un chat intégré et avec replay. Alors, il y a un nouvel outil qui vient de sortir qui s'appelle Blab, qui reprend ça, qui permet d'être à 4 intervenants avec du chat, avec en plus des petits high five qui sortent. Donc, c'est une petite solution qui est pas mal. D'accord. C'est juste pour et qui est gratuite aussi. D'accord. Voilà. Twitch a l'intérêt d'être gratuit, mais j'avoue que si on a choisi Twitch aussi, c'est pas pour rien. Dans mon entreprise, on est dans une entreprise qui est censée aller à 80% masculine, avec beaucoup de trentenaires, donc beaucoup de joueurs, donc des gens qui connaissent Twitch, qui savent utiliser Twitch, qui connaissent déjà l'outil, et donc qui sont venus nous voir naturellement en fait dessus. Donc c'était un bon outil. On a eu d'excellents retours sur cela. On n'a pas eu beaucoup de monde lors du live puisqu'on l'a annoncé 2 heures avant. D'accord. Donc on le savait, hein, même si on a fait beaucoup bouger nos réseaux. Malgré tout, comme il y a un replay qui est hébergé du coup chez Twitch, ça nous a permis de toucher beaucoup de monde. On s'est aperçu qu'en 24 heures, on avait touché plus de monde qu'avec le dernier podcast, par exemple. C'est parce que les sujets étaient plus brûlants ou c'était le mode? Non, parce que le live avait son importance. Faut voir que, donc, comme je le disais, les 2 tiers des salariés sont en région et donc ne nous ont jamais vus. C'était une manière, c'était une manière de nous voir, de me poser un visage sur un nom, de poser une voix sur un nom. Donc, ces manières de parler aux salariés en fait sont tout simplement un moyen de personnaliser en fait leurs élus, de nous rendre plus proches d'eux et qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment un humain derrière cette voix et c'est pas voilà, c'est ça. Il y a des vrais gens. Alors autrement, donc l'email, tu m'en as parlé, vous envoyez, je pense, une newsletter et des coms régulières. Oui, bah on a la newsletter via le site hein, sur lequel on peut s'inscrire tout simplement. Après, on passe. Le compte Twitter, tu m'as dit, qui est animé avec un replay, enfin un retweet automatique des éléments du blog, enfin du site. Oui, ça, typiquement. Non, si on fait plus. Je sais, en fait, notre Twitter est très lu par le département RH de notre boîte et la direction. Donc, ça nous permet aussi de balancer pas mal de pics. Donc, il est plutôt apprécié. Et puis, on fait aussi tourner les communiqués, notamment là dernièrement avec toutes les mobilisations autour de la loi El Khomri. On a fait pas mal de tournées de choses dessus avec pas mal d'informations. C'est des choses qu'on est moins amené à faire au quotidien. Donc, le Twitter comme le Facebook nous permettent de parler de ces choses plus globales en fait, hein, plus au niveau national en fait. Tout à fait. Et après, donc vous avez aussi, tu m'as dit des groupes WhatsApp. Donc vous êtes vraiment une entreprise à la pointe de la communication. Alors ces groupes-là, pas le choix. Pas le choix. Oui, on utilise aussi les groupes WhatsApp hein, qui nous permettent de travailler. Hein. Comme je le disais toujours. Nos salariés sont partout en France et nos élus, par la même occasion, sont partout en France. Donc pour pouvoir s'envoyer des documents ou pour pouvoir travailler en direct, on utilise des groupes WhatsApp. On a des groupes WhatsApp qui sont pour tous les adhérents de notre syndicat au sein de notre boîte et qui nous permettent d'envoyer un message tout de suite à tout le monde, de savoir qui l'a vu, qui ne l'a pas vu, d'envoyer des documents, d'envoyer des PDF. C'est plutôt pratique. On a aussi des groupes qui sont uniquement consacrés au DP, aux délégués du personnel, au CE, au comité d'entreprise. Et des groupes techniques mais qui encore une fois n'ont pas été montés par l'entreprise, mais par les salariés. Non, ça a été monté par notre syndicat directement. Par le syndicat. Oui, tout à fait. Donc ça, on l'a mis en place directement après avoir mis en place un annuaire de téléphone portable puisque c'est lié au numéro de téléphone portable. Donc les gens qui souhaitaient participer participent comme ça. Et vous avez combien de pourcents sur ces groupes un peu techniques des salariés? C'est 40%? Non, on est très loin de ça. Là, le plus gros groupe, c'est celui qui concerne les adhérents, hein, les adhérents du groupe. Les adhérents, là, j'allais dire mon syndicat au sein de l'entreprise. Donc on parle d'une moins de 100 personnes. D'accord. Ça, c'est le plus gros. Après, là, quand je dis les DP, le CE, c'est ceux de mon syndicat. Ouais. Hein, d'accord. Donc là, on parle de moins de 10 personnes. Hein, donc, et c'est une manière facile et rapide. La marque, en fait, n'a pas, enfin, votre entreprise n'a pas en fait de groupe comme ça ouvert
externes, c'est que de la page entreprise. Il n'y a pas d'espace de communication à part ceux que vous avez créés vous-même. On n'a pas d'intranet, on n'a pas d'outils de communication interne. Doit être lancé là rapidement Facebook at Work. Justement, dis-nous un petit peu quel est ton sentiment. Alors bien sûr, on se dit tiens, ça va être sympa, mais quelle est un petit peu la face cachée de cet outil-là? Alors Facebook at Work, donc c'est un outil qui est mis à disposition des entreprises gratuitement, donc qui permet de faire la même chose que le Facebook que vous connaissez dans l'entreprise. Par contre, leur modèle économique, c'est de revendre les données qui circulent au travers de ce réseau directement à votre employeur en fait. Donc n'imaginez pas que ce que vous allez mettre dessus va rester privé. Si votre entreprise décide d'acheter ces données et décide de les utiliser, ce que vous verrez dessus, c'est tout simplement tout ce que vous avez écrit s'ils le veulent. Par ailleurs, c'est pas un espace c'est pas un espace privé, libre de discussion, espace... absolument pas. C'est un espace professionnel. Ça va devenir un outil professionnel de la même manière que le mail, que le téléphone, donc etc. pas question d'aller insulter son chef ou d'aller prendre des photos d'une réunion. Tu peux me couvrir tu peux me couvrir pendant que je vais faire une sieste. Ça passera pas non plus. Faut éviter. Non, faut vraiment voir ça comme un outil de travail. Ça aura l'aspect convivial de Facebook, mais pensez que ce sera comme un intranet. Par ailleurs, les soucis que moi je vois comme ça, sans que ce soit mis encore en place chez nous, donc ça va être des questions qu'on va se poser, mais est-ce que cet outil va être obligatoire? Quelles informations vont apparaître dedans? Est-ce que c'est ma RH RH? prend son compte d'ailleurs à soi, voilà, ses photos perso, ses vacances, avec une visibilité de choses peut-être olé olé. Alors ça, je confirme que ce ne sera pas le cas. Voilà. Ça va vraiment être une page à part qui ne sera pas du tout liée à la page personnelle. Mais qui va décider, si c'est un outil de travail obligatoire, qui va mettre les informations dedans? La photo, votre date de naissance, la ville où vous habitez, ce genre de choses. Est-ce que ce sont les RH qui vont créer votre page avec toutes les infos qu'ils ont en leur possession pour créer cette page ou pas du tout? Moi, personnellement, je n'ai pas du tout envie d'avoir une page accessible à tous les salariés et à mon patron directement en ligne. Je ne souhaite pas de ça. Donc, si je dois communiquer avec les salariés, je le communique par des canaux que je maîtrise et que je connais. D'accord. Merci pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter pour passer au syndicat ou sur le sujet du syndicat 2.0 ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les syndicats ont de plus en plus de mal à toucher la jeunesse, à toucher de nouveaux adhérents. Donc, j'encourage grandement ceux qui se posent des questions là-dessus, tout simplement à innover sur la forme. Il n'y a que comme ça que vous pourrez toucher de nouveaux salariés, de nouveaux employés au sein de votre entreprise. Mais quelque part, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire du marketing en fait ? Oui, on peut dire ça, oui, c'est de la communication directement. Là, je sais que j'ai été contacté là, dernièrement par le même syndicat, mais chez un concurrent, d'accord, chez un concurrent qui souhaite mettre en place le même système que nous avons mis en place derrière, et donc je suis en train de les aider à mettre en place ça dans leur entreprise, d'autant plus que là ils ont annoncé pas mal de 3000 licenciements là pour la fin d'année, donc l'actualité va être chaude chez eux. Ouais, voilà. Ok, merci Guillaume, et puis à bientôt. À bientôt.